Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dimanche et c'est le jour où vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau avec moi, le doyen honoraire de la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Yaoundé 1 et le directeur honoraire de l'École normale supérieure. Il s'agit du professeur Barnabé Balazé. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucas. Bonsoir Serge. Bonsoir. Et évidemment, vous l'avez dit, c'est Serge qui est à ma gauche. Bonsoir Serge. Serge qui est le chef du département transmédia, ici même à la CRTV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. De 88% à 91%, le taux de guérison des malades du Covid-19 est en nette progression au Cameroun. La fabrication locale des médicaments contre cette pandémie est effective. 5 millions de chloroquine, 2,2 millions et demi d'azithromycine, mais le risque de résurgence du coronavirus est-il pour autant nul dans notre pays quand on sait qu'à travers le monde, la pandémie repart avec à la clé des reconfinements et le durcissement des mesures de restriction. Nous en parlerons sur ce plateau dans la deuxième partie de votre émission. Mais avant, faisons un tour dans les salles de classe pour évaluer la confiance de la communauté éducative suite à la reprogrammation des épreuves de physique, chimie et sciences de la vie et de la terre, baccalauréat C, D et technologie de l'information. Reprogrammation décidée par le ministre des Enseignements secondaires qui, dans un communiqué, a rappelé que toute personne qui interfère dans le déroulement des examens sera sanctionnée conformément à la loi. Les journaux ont parlé de fuite des épreuves, mais le professeur Balazé préfère plutôt parler de dysfonctionnement. Professeur, lorsque vous parlez de dysfonctionnement, il s'agit de quoi exactement? Vous faites référence à quoi? Disons que c'est des formules pour atténuer. Vous savez que c'est un domaine très sensible. Il ne faut pas affoler les candidats, il ne faut pas alerter l'opinion internationale de manière à jeter le discrédit sur le Cameroun, qui est quand même un pays très sérieux. Vous voyez aujourd'hui le nombre de diplômés que nous avons, le nombre de grands professeurs que nous avons. Alors pour un incident, si on n'utilise pas les mots qu'il faut, si on n'a pas le fin jugement, on risque de jouer le jeu de ceux qui attendent l'apocalypse. C'est pour cela que j'ai utilisé, je crois que c'était à dimanche midi, une formule euphémisante. C'était un euphémisme pour dire que tout simplement il y a un dysfonctionnement. On ne peut pas penser que une si haute charge confiée à des professionnels aguerris puisse connaître des couacs volontaires, orchestrés, dans le but de faire mal, on ne sait à qui, puisque dès qu'il y a un problème, c'est le responsable, le premier responsable qui sera sanctionné. Ce sont ses collaborateurs qui vont être sanctionnés. On l'a déjà vu en 1998, où j'ai eu à conduire des audits administratifs auprès de cet organisme en charge du baccalauréat, par exemple. Donc c'est pour cela que moi je pense que votre démarche même participe de cette volonté d'apaiser, d'abord d'éclairer, de donner la bonne information, et la bonne information entraîne justement aussi un fin jugement, et chacun apprécie les choses en tenant compte vraiment de la réalité, toutes choses étant égales par ailleurs. Alors professeur, quand vous parlez de dysfonctionnement, d'accord, dysfonctionnement, on est d'accord, mais ce dysfonctionnement pose quand même le problème de la sécurisation des épreuves. Tout à fait, vous avez raison. Vous savez que dans l'organisation des examens, ceux qui sont en charge de cette organisation ont quand même des principes de docimologie. La docimologie est la science de l'organisation des examens. Mais il y a tellement d'intervenants
Vous voyez, et tout le monde est important. Et il faut savoir que tous ceux qui interviennent dans cette chaîne sont importants. Là, commencer par ceux qui conçoivent les sujets, ce sont les enseignants qui sont dans leurs établissements, qui les soumettent à leurs animateurs pédagogiques, les animateurs aux inspecteurs régionaux, les inspecteurs régionaux aux nationaux. Et puis, il y a une validation qui va se faire au niveau de l'enseignement supérieur, parce que vous savez que le baccalauréat, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Donc, l'enseignement supérieur est impliqué dans la validation des sujets. Vous voyez le nombre d'acteurs. Et puis maintenant, on arrive à la sécurisation au niveau de la reprographie. D'abord la banque, il faut les mettre dans des chambres fortes. Puis maintenant, il y a une banque, parce que le tri va être un tri hasardeux, on ne va plus choisir le sujet de tel ou de tel. Tous ces gens qui interviennent aussi bien dans la reprographie, dans le colisage, dans le convoyage, dans la réception au niveau des centres d'examen, sont des acteurs importants de la chaîne d'évaluation. Et je crois qu'à tous les niveaux, il faudrait, et c'est ça, à mon sens, le message que moi je voulais faire passer, c'est la démarche qualité. Oui. Il faut adopter la démarche qualité, c'est-à-dire que c'est un ensemble de stratégies pour rendre chaque fois le produit plus performant. Évidemment, il ne s'agit pas d'un produit marchand, d'un service marchand, mais le baccalauréat qui est délivré, c'est quand même un produit intellectuel de haute valeur. Si on insiste encore sur la notion de sécurité ou de sécurisation dans tout ce processus-là, il faut peut-être mettre en contexte, non ? Selon ce qu'on a suivi, c'est quelqu'un de bien placé qui aurait diffusé, distillé ou balancé ça sur WhatsApp en contexte de digitalisation. Est-ce qu'on n'est pas en retard d'un siècle dans la sécurisation ? Est-ce qu'on ne sécurise pas comme avant ou avant-hier, alors qu'aujourd'hui, une fois que c'est parti, ça fait le tour du monde. Parce que justement, le professeur a parlé de convoyage dans son développement tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que, à mon sens, il faut attendre vraiment la manifestation de la vérité. Dire que quelqu'un a balancé un sujet, le sujet s'est retrouvé, qui l'a fait, est-ce que c'est un responsable, est-ce que c'est un agent? Il faudrait à ce niveau-là vraiment se retenir un peu. Ouais. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que la sécurisation, c'est plusieurs opérations. C'est plusieurs opérations. Je vous ai donné les acteurs qui interviennent. C'est pas tout simplement, même si aujourd'hui on a adopté une digitalisation, une numérisation, vous savez que c'est là aussi qu'on s'expose. On n'a qu'à voir l'expérience des cartes bancaires. On croit qu'on peut avoir une carte sécurisée. Or, la sécurisation se fait à partir des numéros qui sont de 0 à 9. Donc, on peut écrire un programme bien performant qui va lire tous les codes. Donc, je veux dire que ceux qui sont chargés de la sécurisation, quand même, ils ont trouvé un office qui avait déjà des traditions, à mon sens, puisqu'il y avait une métaphore obsédante qu'on appelait l'eau. L'eau courante, l'eau qui coulait, l'eau sale, on n'en a plus entendu parler, et vraiment pour le grand bénéfice de notre système. Pendant longtemps qu'on n'ait plus entendu parler de l'eau qui coule, et que subitement, comme ça, toujours en contexte, parce que le contexte actuel, il est un peu préoccupant, que subitement l'eau coule. Ouais. C'est l'incident, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas prévu, à mon sens. C'est-à-dire que vous partez d'ici pour votre village, vous faites un accident, mais qu'est-ce qui explique que vous avez fait un accident? C'est un incident, à mon sens. C'est-à-dire que si tous les maillons ne sont pas soudés. Et c'est ça la notion de communauté éducative. Il faut la remettre vraiment sur la sellette pour que chacun comprenne que dans ce métier, on ne s'amuse pas. La société nous a fait confiance. Nous, les éducateurs, nous, les professeurs, quel que soit le niveau. Vous voyez, chacun n'a pas réalisé ses rêves. Tout le monde aurait bien voulu vraiment arriver au sommet d'une carrière, au sommet d'une réputation. Mais on ne l'a pas fait et nous avons des projections, comme on dit en mathématiques, orthogonales sur nos enfants. Donc, on ne peut pas s'amuser avec ça parce que chaque parent qui envoie son enfant à l'école, que ce soit à l'école maternelle ou que ce soit à l'école primaire, à l'université, c'est que cet enfant va faire ce que lui n'a pas pu faire. Cet enfant va être une référence pour la région, une référence pour la famille. Donc, la société est regardante. On est exigeant et c'est tout à fait normal.
cette confiance, il faut la mériter. Il faut la mériter. Donc, il faut vraiment former les acteurs. Moi, c'est ça le problème. Vous savez, un des documents après le DCE qui était général, il y a eu un document de stratégie du secteur de l'éducation et de la formation et qui revient sur cette formation permanente. Vous ne pouvez pas acheter une voiture, vous la gardez 10 ans, pas de vidange, pas de révision et croire que cette voiture sera toujours performante. Moi, je pense qu'il y a donc un problème. Tous ceux qui sont impliqués, tout le monde n'a pas été formé. Il y a aussi ça. Le niveau d'internalisation de l'éthique et de la déontologie n'est pas le même, Serge. Il n'est pas le même. Si vous prenez votre cousin qui habite chez vous, vous êtes chef d'établissement, il vient corriger le dessin parce que vous pensez que c'est une épreuve facultative, ça n'est pas bon. Si vous prenez des gens qui vous saluent le matin, bon, même s'ils sont incompétents, vous laissez ceux qui ne vous accordent pas leur faveur, mais ce n'est pas bon. On a baissé pavillon alors. Oui, en fait, c'est ça. De ce point de vue. Je voulais peut-être enchaîner encore sur toujours un élément de contexte. Oui. Il y a quelques mois, c'était la violence qui pénétrait à l'école. Là, c'est l'eau qui coule. Est-ce que le système ne prend pas de l'eau de toutes parts là? Est-ce que ça ne nous parle pas, ces éléments contextuels d'une certaine fragilisation? Vous parliez tout à l'heure de l'éthique. Est-ce que justement à ce niveau-là, que ce soit le bâtiment, mais en même temps la dimension superstructure, celle de l'homme, que ça ne nous parle pas? Oui, vous avez raison. Nous sommes là en présence des méfaits, des nombreux méfaits des sociétés dites modernes. La violence à l'école, c'est un peu partout dans le monde. Vous suivez dans les pays où les enfants arrivent avec des pistolets, ils tirent sur le professeur, croyant que c'est un acteur de cinéma. Bon, on a déjeuné avec l'acteur il y a 2 jours, bon, on le revoit au restaurant. On croit donc que c'est ça la réalité. On ne peut que déplorer, on ne peut que déplorer tout ce qui se passe là, la violence, il y a eu un assassinat et maintenant il y a cette compromission au niveau d'un examen aussi prestigieux que le baccalauréat, mais tout le système ne prend pas de l'eau. Ce sont des épiphénomènes, mais qui nous interpellent. Absolument. Qui nous interpellent, c'est-à-dire que quand il y a ce genre de comportement, tout le monde doit se dire plus jamais ça. C'est ça la résolution, plus jamais ça, et il faut prendre les mesures qui s'imposent. Moi, je me dis, bon, il faut penser à l'avenir maintenant. Avant de penser à l'avenir, professeur, je voudrais que nous parlions des élèves, des apprenants. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Alors, un apprenant, un candidat au baccalauréat CD ou TI qui sait qu'il a déjà composé, qu'il est pratiquement à la fin, qu'il a presque fini de composer, qui est rappelé à nouveau, qui apprend qu'il doit recomposer, qu'il doit retravailler sur des épreuves qu'il avait déjà faites. Est-ce que vous pensez que cet enfant-là, ce candidat-là est dans un état d'esprit tel qu'il puisse composer et vraiment donner le meilleur de lui-même? Est-ce qu'il n'est pas quelque part démoralisé? Je signale qu'ils étaient 55 000 sur l'ensemble du territoire national, ces élèves, ces apprenants qui étaient appelés à repartir dans les salles d'examen. Dans quel état d'esprit étaient-ils ces enfants puisqu'ils ont composé lundi et mardi? C'est vraiment un problème. Vous savez, quand on prépare un examen, nous tous nous avons préparé les examens, il y a une tension. Il y a la tension. Et il y a la concentration. Une fois que, après qu'on a fait l'épreuve, il y a une chute de tension. Et les enfants, ils passent à autre chose. Ils n'ont plus la même motivation intrinsèque, vraiment la contention des nerfs. Ils étaient tendus, ça lâche. Mais l'événement, l'incident survient, il faut recomposer. À ce moment-là, a priori, ils ne sont pas dans le même état d'esprit. Il y a tout simplement une frustration. Mais c'est quoi l'être humain? L'être humain, c'est l'aptitude aux aptitudes. Lorsqu'il y a un choc, on accuse le choc, et puis il faut rebondir. C'est ce que d'autres appellent la résilience. Donc les élèves, je crois que psychologiquement, le rôle des parents... un mot passe-partout, oui. Cette résilience. Il faut être résilient, sinon... Est-ce qu'on va demander à des enfants qui ont entre 16 et 18 ans d'être résilients? Oui, Lucrèce, c'est le rôle des parents. Lorsque vous avez un enfant qui doit recomposer, c'est le parent qui doit lui dire « oui, ça arrive ». Ce n'est pas le dernier combat que tu mènes dans la vie. Ils ne font que le baccalauréat. Ils ne font que le baccalauréat. Ils vont se retrouver dans des amphithéâtres surpeuplés. Ils vont être loin des parents. Il y a tellement d'épreuves qui les attendent. Donc, il faut bien
qu'il soit résilient, qu'il résiste, qu'il puisse rebondir, qu'il soit optimiste. Parce que si nous cultivons le défaitisme, à quoi ça sert de penser que oui, ça ne va pas? Est-ce qu'il faut donc rester à la maison? Il faut recomposer, il faut remobiliser les énergies. Et que dire à ceux qui ont échoué? Tous ceux qui ont recomposé, ils ne vont pas avoir leur baccalauréat. Il y en a qui l'ont fait 2, 3, 4, 5, 6 fois et qui ont réussi dans la vie. Il y en a qui ne l'ont jamais eu, qui ont réussi dans la vie. Donc il faut toujours développer cette aptitude à repartir, à rebondir, à voir la vie avec beaucoup de, moi je vais dire, d'optimisme. Vos paroles sont toutes teintées de sagesse, mais je voudrais, permettez-moi de revenir sur la première question de Lucrèce. Le dysfonctionnement. Moi, je constate que vous êtes dans la câlinothérapie. Vous caressez, mais est-ce qu'à force de faire ça, à force de ne pas nommer les choses comme elles sont, de leur propre nom, on n'est pas dans la logique d'évitement? Je crois qu'il y a un problème. La parole publique, pour quelqu'un de... J'ai 66 ans, je ne peux pas parler comme... un jeune, moi je parle avec toute la pondération et toute la mesure qui sied à l'expérience que j'ai connue, aux expériences que j'ai accumulées dans le passé. On ne peut pas, tant qu'il n'y a pas eu manifestation de la vérité, on ne peut pas se mettre à donner des jugements a priori. Ça peut faire mal. Vous savez aussi, nous sommes là dans une perspective de protection à la fois de la face d'autrui et de la face du service public. Il ne faut pas l'oublier. La tendance aujourd'hui, c'est l'autoflagellation, c'est le dénigrement, c'est l'ensauvagement du débat citoyen. Et ça, vraiment, j'ai toujours combattu cette manière de parler du Cameroun, le moindre événement. C'est-à-dire que si on vous condamne, c'est vous l'innocent. Alors tout le monde dit qu'on a condamné l'innocent. Tant qu'on ne vous a pas condamné, on souhaite qu'on vous condamne. Alors il ne faut pas que le débat citoyen, le débat public sombre dans l'ensauvagement. C'est pour cela que moi j'utilise donc des expressions, je peux dire euphémistiques. J'atténue, oui, parce qu'on ne peut pas prendre la parole publiquement et se mettre à... Au lance-pierre. Oui, au lance-pierre. C'est entendu, professeur, mais je voudrais que nous revenions sur le sujet qui nous amène. Alors, ces enfants qui sont appelés à repartir dans les salles d'examen, ce sont des enfants qui ont passé 2 mois à la maison du fait du Covid-19. Donc, déjà 2 mois à la maison, ils étaient quelque peu déboussolés, ils ne savaient pas trop quoi faire. C'est difficile de rester à la maison et peut-être de travailler à travers la télé ou de travailler avec le répétiteur. Ils en ont resté 2 mois à la maison et puis ils ont été appelés à composer puis à recomposer. Est-ce qu'au moment de la correction, on pourrait tenir compte de ces données-là? Mais est-ce qu'on leur a demandé ce qu'ils faisaient à la maison? Est-ce que le sujet, c'était « Que faisiez-vous à la maison ?» On vous donne un sujet de français, il y a un accord du participe passé des verbes accidentellement pronominaux, vous avez appris la règle, oui ou non? On regarde le programme. Professeur, vous évitez ma question. Je vous dis ceci, c'est une évaluation. Chacune des matières est évaluée selon la programmation qui a été faite. Il y a un curriculum, il y a un programme. Et le Conseil national des examens est là pour apprécier est-ce que les programmes ont été couverts. Malgré les 2 mois où ils ont été à la maison, il y a quand même eu beaucoup d'initiatives, de cours en ligne, de cours à la télévision, de cours à la radio. Maintenant, compte de ce que tous les enfants n'ont pas la télé à la maison, tous les enfants n'ont pas l'électricité à la maison. Les enfants sont également dans les villages où il n'y a pas d'électricité, donc ils n'ont peut-être pas suivi ces cours. Va couler comme en temps normal? Normalement. Okay. Je vous dis qu'on corrige une épreuve. On ne corrige pas le contexte du déroulement de l'épreuve. On vous a donné un problème de mathématiques. Vous avez été président de jury pendant 20 ans. Je l'ai appris, plus de 20 ans. Alors, vous, en tant que président de jury, qu'auriez-vous dit? Non, le président du jury ne se prononce pas à ce niveau. Je vous dis, il faut vous dire comment ça s'organise. Il y a le Conseil national des examens. Mais vous avez l'écoute attentive de ceux qui sont en charge de ce domaine-là. Alors, après une année comme celle-là, comme celle que nous sommes en train de traverser, est-ce qu'on en tient compte au moment où on fait les corrections ou pas? Mais j'ai dit que le Conseil national des examens, avant, apprécie les épreuves, se réunit. Il y a des établissements témoins. On voit, on prend 2, 3 lycées,
on voit comment les élèves se comportent et à ce moment-là, on prend donc des résolutions qu'on donne au président du jury et qu'ils appliquent. Le président du jury, ce n'est plus, moi quand j'ai fait le baccalauréat, le président du jury proclamait au lycée Leclerc les résultats du baccalauréat. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les résultats sont centralisés au niveau de l'office. Donc, les présidents du jury, en réalité, appliquent les résolutions du Conseil des examens. Donc, la responsabilité est la responsabilité du Conseil national des examens. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire que ce Conseil dise que oui, comme il y a eu le Covid. Vous savez, c'est ça aussi que j'appelle l'autoflagellation. Imaginez un seul instant que nous ayons, comme en France, cette année, la France a eu 97% de réussite. Tout le monde va dire, voilà, c'est les bacheliers du Covid. Bon, si on a 40%, et n'ont même pas tenu compte du Covid, nous devons vraiment, en toute chose, savoir raison garder. Donc, on corrige les épreuves, on ne corrige pas le contexte d'administration des épreuves. On ne peut pas corriger sans tenir compte du contexte. Si une épreuve de dissertation, par exemple, est bien libellée, pourquoi voulez-vous que le Covid intervienne? Si un problème de mathématiques, on a couvert les programmes, dit-on, à 80%, donc on ne peut pas interroger sur les 20% qui n'ont pas été couverts. C'est des problèmes techniques. Donc, ce n'est pas du sentimentalisme, parce que si vous mêlez le Covid à ça, bon, alors vous allez voir que j'avais un concert. Est-ce que ce n'est pas une question de logique et non de sentimentalisme? Non, ce n'est pas la logique. La logique est la logique docimologique, la logique de l'examen, la logique de l'évaluation. J'évalue quoi? Ce que j'ai enseigné. On ne peut pas évaluer autre chose. Si j'évalue ce que j'ai enseigné, même s'il y a eu le Covid, si on a fait 3 leçons, on ne peut évaluer que les 3 leçons. Est-ce qu'on peut évaluer ex nihilo? Comment ex nihilo du moment qu'il y a un programme? Oui, mais on est dans un contexte et ceux qui évaluent, ceux qui sont évalués sont tous logés quelque part dans un environnement. Est-ce que c'est possible qu'on les isole de l'environnement en question? Bon, enfin, non, cet environnement, pour moi, n'intervient pas. Il n'intervient pas dans la mesure où il y a un programme qui doit être couvert à 100%. Maintenant, si on l'a couvert à 80%, les sujets ne peuvent venir que des 80% du programme couvert. À partir de ce moment, que ce soit le Covid, que ce soit le choléra, que ce soit Ebola, ça n'a pas d'importance. Donc, l'évaluation, c'est l'évaluation. On corrige un sujet, on évalue un candidat. On n'a pas besoin de faire des faveurs. Vous voyez un peu, ce serait vraiment triste pour le système éducatif que chaque fois, donc, il y aura l'épidémie de malaria, il y aura une crue d'union, il y aura, bon, alors les gens n'ont pas traversé. On ne tient pas compte de ce genre de contingence. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu des 9 forts, il y a eu des arrondis, manière d'arrondir. Ça, c'est la délibération. Ça, c'est la délibération à partir des éléments objectifs. C'est-à-dire que je me dis, voilà, telle question n'a pas été bien posée, ça peut arriver. Ou alors, parce que on essaie de faire ce qui se fait, par exemple, en France. Vous savez qu'en France, quand on retient un sujet du baccalauréat, on donne à un enseignant qui enseigne en terminale pour qu'il fasse ce sujet. Il rédige intégralement. Et il fait des observations et on va voir, est-ce que vraiment, si l'enseignant a des difficultés, ça veut dire que les élèves auront 4, 5, 6 fois plus de difficultés. Donc, on essaie aussi chaque fois de voir est-ce que ces sujets sont à la portée de l'élève moyen. Bon, l'élève moyen, il vise 10. Bon, les génies, ils veulent avoir des mentions. C'est tout à fait normal. Moi, je crois que pour vraiment être simple, ce qu'on évalue, on évalue la performance de l'élève et l'élève a été interrogé sur la base d'un programme. Et les programmes, tout le monde, les ministres même l'ont reconnu, les ministres en charge du secteur de l'éducation, les programmes ont été couverts au moins à 80%, ce qui est, selon les normes, tout à fait satisfaisant. Alors, professeur, est-ce que vous donneriez un chèque en blanc à notre système éducatif actuel? Oui, ça dépend de ce que vous appelez chèque en blanc, Lucrèce. Il n'y a pas de chèque en blanc. Vous savez, l'heure est grave. Il n'y a pas de chèque en blanc, on ne fait pas dans la langue de bois. Mais il faut savoir que tout système, tout organisme aujourd'hui est tenu d'adopter la démarche qualité. La démarche qualité n'est pas contextuelle. C'est-à-dire la démarche qualité, elle est permanente. Ce n'est pas des opérations ponctuelles qu'on fait, ce n'est pas du saupoudrage. On doit rechercher la qualité. Et nous avons là un baccalauréat qui est reconnu dans le monde entier. Dans une autre vie, j'ai été chef de division des bourses. On avait des boursiers à l'étranger. Et vraiment, même les nôtres qui avaient 10 sur 20, à arriver à l'étranger, ils étaient parmi les meilleurs. Donc, nous devons sauvegarder cela. Et nous sommes une tête de proue quand même en Afrique noire. Le Cameroun, on en parle avec beaucoup de respect. Pas de chèque en blanc. S'il y a des coupables, comme je l'ai dit, il y aura des
enquêtes administratives, judiciaires éventuellement, pour que la vérité se manifeste et que les coupables vraiment soient sanctionnés sévèrement pour que cela ne se reproduise plus jamais. Okay. Alors, on va marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse. On va poser la question aux journalistes. Qu'est-ce que ces journalistes pensent de cette fuite des preuves qu'il y a eu dans cet examen, les baccalauréats C, D et T? Je signale que la rumeur qui s'est répandue faisait état de ce que c'était un enseignant qui a donné l'alerte sur sa page Facebook et s'est rendu compte après, au moment des examens, que c'était effectivement les preuves qu'il avait vues circuler dans des forums WhatsApp qui s'est retrouvé dans les salles d'examen. Qu'est-ce que les journalistes en pensent? Réponse dans Édito avec Michel Renaud-Ouanja. Quelques soucis avec cet élément de Michel Renaud-Ouanja que nous allons retrouver dans quelques instants. La question a été posée aux journalistes dans la rubrique Édito. Fuite des preuves, à qui la faute? On va retrouver Michel Renaud-Ouanja dans la suite de cette édition de Scène de presse. Alors, professeur, la question centrale de cette émission, on n'en a pas encore parlé. On va en parler maintenant. Comment rétablir la confiance entre le système éducatif et l'ensemble des Camerounais? Bien, comment rétablir la confiance? C'est ça à qui il appartient de prendre les mesures, vont les prendre, que ce soit des mesures, des sanctions punitives ou que ce soit des mesures au niveau de la communication. Il faut crédibiliser davantage notre système. Je crois qu'en communiquant, ils vont pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Et vous savez aussi qu'une fois que les coupables sont sanctionnés, il n'y a plus de problème. Imaginez un seul instant qu'on ait pu laisser cela. On n'a pas laissé. Comme on n'a pas laissé immédiatement, on voit bien que la fraude n'a pas tout pourri, comme on disait en latin, fraus omnia corrompit. La fraude corrompt tout. Ça a corrompu tout le système, mais on a pu arrêter. Et il faut aujourd'hui que tous les responsables qui peuvent avoir un mot à dire puissent redonner les moyens au système pour être plus performants, parce qu'il n'y a pas de performance sans moyens. Un proverbe bakouri dit qu'on ne peut pas tirer des eaux profondes avec des cordes courtes. Il faut qu'ils puissent communiquer, assurer l'opinion publique camerounaise, assurer nos partenaires pour dire qu'en réalité, c'est un épiphénomène, ce qu'il y a eu, on a circonscrit, on sait d'où c'est parti et on a pris des mesures conservatoires. On n'a pas donné un faux baccalauréat à des gens qui avaient déjà des épreuves dans les poches, mais tout le monde a été réévalué sur la base des épreuves qui n'ont plus connu de fuite. À partir de ce moment-là, comme quelqu'un qui voulait casser votre porte, on l'arrête avant qu'il n'ait pu entrer dans votre concession et voler. Oui, mais je me suis senti tout à l'heure un peu hésitant ou rétif à la digitalisation. Vous avez quoi contre ça? Non, je n'ai rien contre la digitalisation, puisque je suis moi-même adepte du numérique éducatif. Mais j'ai dit il y a toutes les sécurisations qu'il faut mettre en œuvre, puisque en réalité, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est la voie. C'est la voie aujourd'hui, c'est la voie de l'avenir, c'est la voie du présent. Mais nous avons encore un certain nombre de contingences, de contraintes liées à cette fracture numérique entre les grandes villes et les petites villes, entre le centre et la périphérie. Et il faut donc pouvoir avoir une bonne distribution de l'électricité. D'abord, c'est vraiment une chose élémentaire. Il faut que la fibre optique soit également équitablement distribuée. À ce moment-là, le numérique éducatif va s'appliquer. La sécurisation des données, que ce soit des données personnelles, des données sanitaires, des données scolaires, tout sera fait. Mais même le contrôle, non? L'accès au centre, aux documents que sont les épreuves, par exemple, on pourrait peut-être améliorer, enrichir les techniques de sécurisation, de contrôle
de sorte qu'on puisse rapidement tracer. Mais ça ne nous met pas à l'abri. Qu'est-ce qui se passe au ministère des Finances? Ouais, chaque fois on reprend, il y a des recensements, on a pris tant de milliards, les informaticiens ont fait. C'est un processus. C'est pour ça que je parle de la démarche qualité qui doit être une démarche permanente. C'est pas quelque chose à faire ponctuellement. On n'a pas de solution miracle. On rentre dans l'ère du numérique, mais il faut savoir que l'ère du numérique, c'est... Vous n'avez pas une visibilité technologique sur vos appareils de plus de 3 ans. Donc, il faut chaque fois s'adapter. Il faut être au courant de tout ce qu'il y a comme impératif en termes de mise à jour. Parce qu'une fois que vous avez une application obsolète, c'est la porte ouverte à la fraude, c'est la porte ouverte à toutes sortes de malversations. Donc, moi, je pense que je n'ai rien contre la digitalisation, la numérisation, le numérique éducatif. J'ai enseigné ça toute ma carrière. Donc, aujourd'hui, c'est la voie. Il faut tout simplement que nous nous donnions vraiment les moyens de nos ambitions. Place à la revue de presse, une signature de Franck Evina. On va retrouver Franck Evina dans la suite de cette édition de Scène de presse. Nous continuons de parler de ces examens. Nous parlons tantôt de ce que vous qualifiez de pédagogie numérique. C'est bien cela, professeur? Oui, pédagogie numérique, numérique éducatif, c'est des termes équivalents. C'est des termes équivalents, mais on reste sur le contexte qui est le nôtre. Est-ce que ce genre, ces problématiques que vous soulevez aujourd'hui n'arrivent pas un peu trop tôt? Quand on sait que dans le contexte camerounais, vous le releviez il y a quelques instants, parfois on n'a pas de téléviseur, parfois on n'a pas de smartphone, on n'a pas d'électricité, on n'a pas tout ce qu'il faut, toutes les commodités qu'il faut pour pouvoir franchir le pas. Non, mais on ne peut pas dire trop tôt. Vous savez, j'avais suivi un ministre qui disait d'enlever N. Les gens disaient toujours NTIC. Nouvelle technologie d'information et de la communication. C'est nouveau pour qui? C'est là depuis des années, donc c'est pas si nouveau que ça. Et c'est pas trop tôt. En réalité, regardez tous ces enfants qui ont 20 ans. Ils n'ont pas connu autre chose. Moins que ça, d'ailleurs. Ah oui, ils n'ont pas connu autre chose. Ils n'ont connu que les smartphones qui viennent d'arriver. Ils ont connu les téléphones. Ils n'ont pas connu les téléphones filaires. Nous devons aujourd'hui tout simplement, au niveau des familles d'abord, il y a des gens qui sont capables de boire des bières qui coûtent très cher, mais ils ne savent pas qu'avec même 20 000, on peut avoir un téléphone Android. Les enfants qui vont à l'école doivent être bien outillés. Au niveau des collectivités territoriales décentralisées, ça devrait aussi être un axe d'action majeur aujourd'hui. C'est-à-dire que avoir des centres, des télécentres, pour à la fois l'aspect ludique et pour l'aspect formatif, parce que on a besoin d'être plus proche. Vous voyez, quelqu'un qui est dans sa commune peut trouver un télécentre, peut trouver une médiathèque, et ainsi de suite. Tout cela, ça doit être l'action prioritaire des maires pour être proche de ces populations qui souffrent du fait que, étant dans l'arrière-pays ou étant à la périphérie, on n'a pas les mêmes avantages que ceux qui sont au centre. Comment maintenant, oui. Mais je voulais demander comment est-ce qu'on peut faire face justement à cette boulimie du numérique, à cette maîtrise, autant que quand on lit les ouvrages concernant l'avancée technologique, on a Google, on a Apple, Facebook, Amazon, qui sophistiquent davantage, par exemple, les appareils d'espionnage. Quelqu'un peut avoir une bague, c'est une caméra et autres. Alors, maintenant que les enfants maîtrisent ce genre d'outils, comment est-ce qu'on devrait lever les barrières pour éviter justement que l'eau coule? Ça peut ne pas être à l'intérieur, in vitro, ça peut venir de l'extérieur, ça peut être aussi ce qui est naturel chez l'être humain, l'envie de réussir sans faire trop d'efforts. Oui, c'est ce que nous disions au début, la sécurisation. C'est-à-dire que toute application qu'on va installer, il faudrait bien être sûr qu'on a toutes les sécurisations nécessaires. On ne peut pas donner les privilèges à tout le monde. Si vous êtes directeur, vous avez un certain privilège, le sous-directeur a un privilège, le chef de service a un privilège. Donc, c'est l'accès limité. C'est l'accès limité. Donc, si on laisse la porte ouverte, évidemment, vous comprenez que ça ne peut pas marcher. Il faudrait que nos informaticiens, ceux qui choisissent les politiques numériques,
soit au courant de toutes les contraintes. Et il y a des contraintes financières énormes, puisque ce n'est pas nous qui faisons cette recherche. Il faut que nous comprenions aujourd'hui que le monde rentre de plein pied dans ce qu'on appelle l'économie de l'intelligence. Il n'y a que les gens intelligents qui vivent bien. Un bon informaticien peut ne pas travailler, vous soutirer un franc dans les comptes pour 10 000 clients, 20 000 clients, ça se fait. On a vu dans beaucoup de grandes banques ailleurs. Mais il vit bien tout simplement parce qu'il est intelligent. Vous ne pouvez pas aller à la banque demander pourquoi il manque 47 francs. Bon, donc il va falloir vraiment avoir des politiques conséquentes. Et ces politiques conséquentes vont être des politiques concertées, des politiques sectorielles, multisectorielles, puisque un problème qui regarde l'éducation, si le ministère au départ n'intervient pas pour mettre la logistique, la technologie, ça ne peut pas marcher. On va bientôt avoir des centres d'interconnexion universitaire. Vous comprenez que ces centres d'interconnexion universitaire vont dépendre justement de la capacité de la fibre optique que va libérer Camtel, ainsi de suite. Donc on a beaucoup de contraintes et il faut rentrer dans les solutions qui relèvent de l'interdisciplinarité. On se met à plusieurs pour trouver une solution à un problème. C'est entendu, merci professeur. Je rappelle donc qu'il y avait 55 000 candidats à ces épreuves qui ont dû reprendre ces épreuves de physique, chimie et sciences de la vie et de la terre, terminale C, D et TI, technologie de l'information. 55 000 candidats répartis dans 294 sous-centres à travers le pays. Et nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler du Covid-19 comme nous le faisons depuis 6 mois déjà, pour constater que de plus en plus le Cameroun parvient à maîtriser cette maladie. Pour cette semaine, par exemple, pour cette semaine, on a enregistré 159 192 tests positifs. Nous en parlerons dans cette deuxième partie de l'émission avec nos invités. Je disais, dans 159 192 tests, 17 586 cas positifs, 16 060 personnes déclarées positives au Covid-19 et 393 décès. Ce sont les chiffres les plus récents, les chiffres qui ont été donnés cette semaine par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Et sur ce plateau, avec moi, Nathalie Vogo, qui est le chef service société à la rédaction centrale radio de la CRTV. Bonsoir Nathalie et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce. En face de vous, le professeur Joseph-Marie Mendimi, qui est le directeur de l'hôpital Jameau. C'est tout juste à côté. Merci professeur d'être venu. Bonsoir. Bonsoir Madame Lucrèce. On va parler du Covid-19, comme on l'a dit, pour nous réjouir, on va le dire ainsi, pour nous réjouir de ce que le Cameroun a déjà une certaine maîtrise de la prise en charge de cette pandémie. On passe d'un taux de guérison de 88% à 91%. À quoi cela est dû? À quoi doit-on ces guérisons, professeur? Je n'ose pas dire à qui, donc je préfère dire à quoi les doit-on. Merci pour cette question. Les guérisons que le Cameroun est en train de vivre ou est en train d'observer sont des guérisons qu'on peut attribuer à l'efficacité du système mis en place. Système mis en place, on va le dire comme ça, parce que le pays a opté, à partir de la plus haute hiérarchie du pays, on a opté pour un plan de riposte qui a été convenablement orchestré et mis en jeu ou en musique par le premier ministre du gouvernement et mis en œuvre dans le dispositif hospitalier par le ministre de la Santé publique. Donc, ce plan a été tellement efficace, avec l'implication des personnels de santé de toutes les catégories, que nous pouvons observer les résultats sur les guérisons. Alors, professeur, on va le dire, c'est rassurant, c'est encourageant. On ne va pas le contester. On va pas vous le contester ici. C'est vraiment rassurant de savoir que le Cameroun a désormais un contrôle certain ou un certain contrôle de cette maladie. Mais est-ce que ces chiffres, est-ce que ces bonnes nouvelles-là ne vont pas conforter les Camerounais qui pensent que cette maladie-là n'existe pas? Est-ce qu'elle ne va pas les conforter dans le non-respect des mesures barrières? C'est l'erreur à ne pas faire, Madame Benga. Voyez-vous,
si nous rentrons un peu dans l'histoire, où on a connu une pandémie très grave, la grippe espagnole, en 2018, qui a duré presque 2 ans. Elle a duré 2 ans parce qu'à un certain moment, il y a eu relâchement des mesures de protection des individus, relâchement des mesures d'autoprotection, relâchement des mesures de prise en charge, et puis la maladie perdurait dans les sociétés, dans les pays, et puis il y a eu quand même un certain nombre de décès dans le monde à cette époque-là. Donc, pour ce qui est de cette pandémie pour laquelle nous sommes sur ce plateau, il se pourrait que si nous ne respections pas ce qui est dit et dicté par le gouvernement concernant les mesures barrées, les mesures de protection, on pourrait revivre des cas de malades encore plus graves dans nos formations sanitaires. C'est ce qu'il faut éviter. Nathalie? Professeur Mendimi, les nouveaux foyers se créent partout en Europe. On observe la résurgence effective des cas dans certains pays du fait de l'assouplissement justement des mesures barrières, des mesures de distanciation. Est-ce qu'il faut s'inquiéter au Cameroun vu qu'on observe quand même que les Camerounais portent de moins en moins les masques dans la rue? Alors, avant que le professeur ne réponde à votre question, juste quelques éléments que nous avons pu retrouver aujourd'hui concernant justement la résurgence du Covid-19 à travers le monde. L'OMS a tiré la sonnette d'alarme pour ce qui est de l'Europe, qui compte 3 millions de cas. L'Allemagne, par exemple, a remis sur pied, a instauré des tests voyageurs. La France, les tests voyageurs également sont obligatoires. La France demande à ses compatriotes d'éviter de se rendre en Catalogne, là où il y a eu des fermetures des discothèques et des bars dans la nuit. La Norvège impose à nouveau des restrictions. En Belgique, il y a eu le décès d'une petite fille de 3 ans de suite de Covid-19. En Angleterre, le port de masque est obligatoire dans les magasins et les supermarchés. Au Brésil, par exemple, à Sao Paulo, on a dû reporter le carnaval. Au Pérou, les patients dorment devant les centres de santé en attendant d'être pris en charge. Au Japon, on confine à nouveau, c'est un confinement partiel. En Inde, on a compté 740 nouveaux décès en 24 heures. C'est juste pour compléter ce que Nathalie Mvogo venait de dire il y a quelques instants. Alors, professeur, faut-il s'inquiéter au Cameroun également? Faut-il s'inquiéter au Cameroun? Parce qu'on sait que nous ne respectons pas ces mesures-là. Vous l'avez si bien dit, ça fait, en 24 heures, autant d'événements de santé publique signalés comme cela dans le monde entier peuvent être des éléments sur lesquels on doit s'appuyer pour dire qu'au Cameroun, nous ne sommes pas dans un autre continent. Nous ne sommes pas sur une autre planète. Nous sommes dans le monde. Et donc, il y a forcément raison de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le virus qui voyage de lui-même. Ce sont les individus qui transportent le virus d'un environnement à un autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on demande de faire le test avant de voyager. C'est la raison pour laquelle on demande de se protéger lorsqu'on est dans des espaces publics, parce que c'est un seul individu qui peut effectivement entraîner une flambée dans un environnement. Professeur, mais est-ce que le fait qu'au Cameroun, qu'on ait autant de guérison, 90% du taux de guérison, peut amener ce relâchement observé? Nous ne devons pas rester sur le taux de guérison pour on peut se dire, oublier même si j'attrape, je vais guérir de toutes les façons. Je ne suis pas obligé de mettre le masque, je ne suis pas obligé de rester confiné, sortir et aller au bar comme je veux. Dans le contexte camerounais, c'est que la maladie, elle peut se traiter facilement, on en guérit facilement, on n'est pas autant menacé qu'ailleurs, alors on peut relâcher. Nous venons de le dire, le Cameroun n'est pas sur une autre planète. Le Cameroun est dans le monde. Le Cameroun est en Afrique, sur le continent africain. Et sur le continent africain et en Afrique centrale, le Cameroun est le pays qui a le plus grand nombre de cas en Afrique centrale. Ça signifie que si nous relâchons parce que le taux de guérison est élevé, ça signifie qu'on n'a rien compris. Mais quelle est votre tendance, la tendance dans votre hôpital, l'hôpital Jamou? Est-ce que vous sentez l'affluence du début en termes de prise en charge de cas qui arrivent
quotidiennement d'urgence? La tendance actuelle, Madame Vogo, elle est à la tendance nationale. Elle s'assimile à la tendance nationale parce que les chiffres nationaux qu'on donne sont des chiffres collectés dans les unités de prise en charge, dans les centres de prise en charge. Et quand on a donc ces chiffres-là, ce qui se passe réellement dans les centres de prise en charge actuellement, c'est qu'on a de moins en moins de pression. Parce qu'au début, si on se souvient, fin mai, début juin, où nous étions, on peut le dire, vers le pic, on avait presque 2000 patients, 2000 personnes testées positives le même jour ou bien la même semaine. On se rend compte qu'on est en train de descendre, on n'est plus à ces chiffres-là. Et le corollaire de cela, c'est que dans les centres de prise en charge, il y a également une baisse de pression. Alors, professeur, il n'y a pas que les Camerounais ordinaires qui pensent que le Covid-19 est derrière nous. Lorsque nous préparions cette émission, j'ai cru lire quelque part un élément de Monseigneur Joseph Cléda qui disait que les hôpitaux catholiques, par exemple, étaient vides parce qu'on a pu maîtriser cette maladie. J'ai également lu le président d'une association des praticiens, dont je tairai le nom ici, qui dit que grâce à la pharmacopée traditionnelle, on a pu maîtriser cette maladie. Je ne voudrais pas parler des spécialistes autoproclamés qui disent également qu'ils ont pu maîtriser cette maladie. Donc, il y a également ce volet-là, professeur, dont il faut tenir compte. Il n'y a pas que les populations qui font preuve de mauvaise foi, entre guillemets, mais il y a également des personnalités d'un certain niveau, parce que lorsque Monseigneur Cléda fait une déclaration comme celle-là, il sait certainement de quoi il parle. Alors, mais c'est un optimisme qui contraste un peu avec la réalité, dans le monde en tout cas. Je ne voudrais pas me prononcer sur les paroles des uns et des autres, mais toujours est-il que si on reste sur des faits factuels qu'on peut vérifier, nous l'avons bien dit, dans les centres de prise en charge, il y a moins de pression. Vu que les gens se font de moins en moins tester aussi. Non, l'émaillage ou le dispositif qui a été mis sur pied sur les 14 dernières semaines ce dispositif a servi à maîtriser, à dépister rapidement des personnes et à les mettre sous traitement. Il est bien vrai, il y a à peu près 68 ou 69 personnes encore hospitalisées parce que nécessitant de soins. N'oublions pas qu'il y a une définition des cas de cette pathologie. Parce qu'il y a une définition des cas, il y a quand même encore 1133 personnes encore qui sont actives. Donc qui portent encore le virus parce qu'elles n'ont pas encore eu le test de contrôle négatif après le traitement. Donc, si on a tout cela, ça suppose que si ces personnes se déplacent, elles peuvent effectivement transmettre la maladie dans le milieu où elles vivent. Et en même temps, l'optimisme des uns ne doit pas entraîner toute la population dans l'ignorance. La maladie, elle existe. Nous sommes en pandémie. L'OMS s'inquiète. Les autorités sanitaires mondiales et internationales s'inquiètent. Nous ne voulons pas inquiéter. Qui avait prédit la catastrophe à l'Afrique. Justement, notre système de réponse, notre système notre organisation a été peut-être avec peu de moyens efficace pour contrôler la maladie. Vous avez évoqué des tradipraticiens. On ne sait pas qu'est-ce que leurs produits ont apporté. Nous sommes des Africains. Professeur, Nathalie, je voudrais poser une question à la suite de celle que vous avez posée au professeur il y a quelques instants sur les tests. Et c'est des propos officiels qui ont été tenus lors d'une conférence, l'une des conférences traditionnelles qu'on fait tous les jours sur le Covid-19. Au cours de cette conférence, il a été clairement dit que de plus en plus, les Camerounais évitent d'aller dans les centres de prise en charge agréés. On se réjouit même encore de ce que nos hôpitaux se vident, mais le COUPS reconnaît aujourd'hui, en la personne du docteur Etoundi, ce sont ses paroles, qui a reconnu cette semaine qu'en réalité, les Camerounais évitent... de moins en moins dépistés. Non seulement ils se font de moins en moins dépistés, mais surtout ce qu'il a dit, c'est qu'ils évitent d'aller dans des centres de prise en charge. Ils se font soigner peut-être à la maison, où on n'a pas eu une prise. Là, il y a quand même un problème, professeur. Essayons de recentrer, s'il vous plaît, parce que
dites-vous bien que c'est une maladie qu'on dépiste en faisant un test. Et la stratégie mise en pied par le gouvernement, par le ministère de la Santé, était d'aller tester dans les quartiers, dans les districts. Aujourd'hui, La nouvelle approche. Oui. Donc, aller tester massivement des gens a amené à détecter ceux qui étaient porteurs du virus et à les mettre dans les protocoles de soins en tenant compte de la définition des cas. La définition des cas va permettre donc de savoir qu'on a à peu près 80% de personnes qui sont asymptomatiques. Professeur? Sont porteurs de virus, mais asymptomatiques. Ces personnes-là, on ne va pas les hospitaliser. Elles ne vont pas rester dans les centres hospitaliers, dans les centres de prise en charge. Elles sont contagieuses. Elles sont contagieuses et elles vont être donc en confinement, soit à domicile, soit dans des centres qui ont été dédiés à cela. Mais pour la plupart, pour le confort personnel et individuel, certains préfèrent rester chez eux. Sauf que c'est présenté aujourd'hui comme un problème. Le docteur Etunzi l'a présenté comme un problème. Vous êtes testé positif, mais vous choisissez de rester chez vous, ou parfois on n'a pas la même mise sur le traitement que vous prenez. C'est un problème parce que le comportement individuel à ce moment-là intervient, la conscience individuelle intervient, et maintenant le sérieux que chacun devrait avoir vis-à-vis de quelque chose d'assez grave, de quelque chose d'assez dangereux, parce que on a vu que cette pathologie a quand même réussi à entraîner la mort de certains nombres de nos compatriotes, y compris des personnels soignants. Professeur, vous êtes spécialisé à l'hôpital Jameau à la prise en charge des maladies respiratoires, des maladies psychiatriques aussi. Quel est l'apport de cet hôpital justement dans l'accompagnement des malades qui, parfois même après le Covid, continuent à présenter des signes des problèmes respiratoires et même psychologiques? C'est une très bonne question parce que nous avons effectivement, à chaque fois qu'il y a des prélèvements, parce qu'actuellement il y a encore des prélèvements qui se font à l'hôpital Jameau, donc avant la séance de prélèvement, il y a une séance d'éducation, il y a une séance de psychothérapie qui est faite avec les médecins psychologues ou encore les accompagnateurs psychologiques. Et ça fait que le patient ou bien la personne qui vient se faire prélever commence à comprendre le bien fondé de ce prélèvement, commence à comprendre pourquoi elle doit se faire tester et commence à se préparer au résultat qui viendra. Et une fois que la personne reçoit son résultat, elle est accompagnée tout au long de... Les familles aussi. Les familles, parfois, parce que, disons bien que la personne qui vient se faire dépister, c'est une personne qui a été soit en contact avec un malade, soit une personne qui présente des symptômes, ne sachant pas à quel moment elle a été en contact avec un malade. Le problème peut aussi arriver du fait que les patients ont peur d'être isolés. Parce qu'à l'hôpital, ils sont sûrs, ils seront isolés. On va les traiter, mais ils seront isolés. Alors qu'à la maison, on va se traiter, on est asymptomatique et on ne sera pas forcément coupé de sa famille. C'est un problème aussi. Non, ça c'est une vue imaginée de la population parce que sur le plan de la prise en charge de cette pathologie, tout a été arrêté parce qu'il existe un comité scientifique mis sur pied par Monsieur le ministre de la Santé publique. Il y a bien une mise en quarantaine, non? Oui, la mise en quarantaine ne signifie pas que vous êtes... Lorsque vous êtes à domicile, vous devez être en contact avec tout le monde. Je voudrais revenir sur le comité scientifique qui a défini les créneaux de prise en charge. Pour la prise en charge des patients, si un patient est asymptomatique, il n'a pas de traitement, on l'observe en quarantaine, soit à domicile, soit dans un centre d'isolement. Et ça, c'était au début de la pandémie. Ces stratégies ont été revues au point où, ces derniers temps, on a toléré que les gens restent à domicile en faisant confiance que les gens vont respecter, vont être honnêtes, sérieux, en prenant précaution de ne pas contaminer les membres de leur famille. Parce que nous pouvons être tous dans la même maison, mais nous n'avons pas les mêmes comorbidités. Alors, professeur, est-ce que vous pensez qu'il faut resserrer au niveau des contacts? Est-ce qu'il faut resserrer le tracking? Qu'est-ce que vous en pensez? Après avoir été testé positif, est-ce que vous pensez qu'il faut, plus qu'avant,
chercher les contacts autour de la personne qui est testée positive. Cette activité n'a jamais cessé au ministère de la Santé. La question est de savoir s'il faut resserrer davantage. Est-ce qu'il faut le faire encore plus qu'il y a pour éviter, par exemple, qu'il y ait une deuxième vague? Le Cameroun le fait à tout moment et on doit continuer à le faire. On doit continuer à le faire parce que la deuxième vague, pour échapper à cette deuxième vague, il faudrait que tout le monde respecte les mesures. Tant que ces mesures ne sont pas levées, nous devons les respecter plus que jamais. Parce que, dites-vous bien, s'il y a une deuxième vague, même si notre organisme a déjà été sensibilisé, il peut arriver qu'on développe la maladie et qu'on échappe au mécanisme de défense naturelle de notre corps. Est-ce que le Cameroun est prêt, justement, en cas de résurgence de l'épidémie au Cameroun? Est-ce que le Cameroun est prêt? L'hôpital Jammeh ou pas? En plus. Je ne parle pas pour l'hôpital Jammeh, peut-être parce que je suis là-bas, mais je dirais, pour être concret, que le système mis sur pied, le plan de déploiement mis sur pied par le ministère de la Santé publique est un plan très élaboré où les dépistages se font dans tous les districts. Tous les responsables régionaux de la santé, les délégués régionaux de la santé sont impliqués dans la prise en charge. Les gouverneurs des régions sont d'ailleurs désignés comme présidents régionaux de la prise en charge. Donc, une décentralisation de la prise en charge importante. C'est ce que j'allais dire. Quand nous arrivons donc à ce degré de décentralisation, ça montre le degré de préparation du Cameroun et ça montre le degré d'efficacité qu'on peut apporter au moment de la riposte. Alors pour ça, c'est peut-être l'occasion de rappeler à ceux qui nous regardent que la prise en charge du Covid-19 est totalement gratuite au Cameroun. C'est, comme on l'a dit, une vérité de la palisse. Parce que on n'a pas vu dans des centres dédiés ou bien des centres agréés par le ministère de la Santé quelqu'un débourser de l'argent pour sa prise en charge. D'accord, professeur, mais sauf que vous pouvez avoir le Covid et avoir en même temps votre diabète, votre hypertension ou votre AVC. Comment ça se gère? Il est bien clair que des maladies associées à la maladie qui est prise en charge doivent également être prises en charge au moment de la prise en charge de la maladie pour laquelle on est hospitalisé. Mais les médicaments, l'hospitalisation et les examens biologiques et radiologiques liés à la prise en charge du Covid sont entièrement gratuits. Alors, professeur, est-ce qu'il y a une des régions aujourd'hui qui sont plus menacées que d'autres? On a craint pour la région de l'Est à un moment qu'il y avait 1001 cas le 28 juillet 2019, si je m'en tiens, 2020, si je m'en tiens aux chiffres de Cameroun Tribune. On a par exemple craint pour la ville carrefour d'Abomban. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres régions pour lesquelles il faut commencer à réfléchir sur une riposte plus forte? Est-ce qu'il y a des régions au Cameroun qui sont plus exposées aujourd'hui que d'autres? Toutes les régions sont exposées d'une manière générale, mais disons-nous bien que lorsque la pandémie a commencé, les régions, les épicentres, c'était les régions qui donnent accès à l'extérieur. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le virus qui se déplace d'une ville ou d'un continent à l'autre. Ce sont les individus qui transportent le virus. Donc les régions les plus exposées sont celles où il y a des mouvements de personnes, où nous avons des ouvertures à l'extérieur, où nous avons des ouvertures avec d'autres pays, et les régions où les gens se déplacent facilement pour des activités commerciales, pour des activités économiques, et pour bien d'autres activités. Et des régions qui font également face à d'autres épidémies, comme l'épidémie de rougeole dans le sud. Nous sommes tout à fait d'accord que cette pandémie est venue mettre à nu, ou bien elle est survenue comme un cheveu dans la soupe, parce que nous étions en période de transition épidémiologique, où les efforts étaient concentrés pour la prise en charge d'autres maladies, telles que le diabète, l'hypertension, les cancers et d'autres.
Et puis maintenant, lorsque la pandémie arrive, il fallait revoir le modèle de prise en charge, non seulement des autres pathologies, même si elles refont surface. Le choléra sévit toujours à Douala, le choléra sévit dans le sud-ouest, et même le contexte sécuritaire du pays fait que l'accès aux soins dans certaines régions est un peu difficile. Donc, toutes les régions du Cameroun sont, en quelque sorte, vraiment exposées, et la résurgence des cas peut revenir dans n'importe quel foyer au Cameroun. Il suffit que on évite cela en respectant les règles édictées par le gouvernement. C'est entendu, professeur. Nous marquons un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Lucrèce. Bonsoir à votre panel. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver avec Cameroun Tribune qui dévoile l'actualité majeure de ce lundi. Magistrature, tous les regards vers le palais. Le quotidien national bilingue préside le président de la République, Paul Biya, préside dès 12 h ce lundi une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Les travaux marquent l'entrée en fonction de 6 nouveaux membres et du nouveau secrétaire de l'instance, entre autres sujets au programme à découvrir en page 3. Économie report, sortie de crise, la Sonara vers le bout du tunnel. L'économie report nous fait part de l'étude diagnostique de la Société nationale de raffinage qui va être menée par le groupement Hydrac et CLS Audit Conseil et qui permettra de proposer une option technique et technologique envisageable, de disposer d'une raffinerie performante, compétitive et viable. C'est en page 3. Intégration entre ART, Orange Cameroun, le bras de fer. Intégration confie donc depuis de longs mois. C'est à ce jeu que se livre le régulateur camerounais des télécoms et la filiale locale du groupe français de téléphonie mobile. Dernier épisode en date, le gendarme des télécoms brandit le spectre de lourdes sanctions contre l'entreprise arrivée au Cameroun il y a plus d'une vingtaine d'années. Ecomatin fait cette révélation dans le secteur énergétique. Eneo, sous le coup d'un redressement fiscal de 60 milliards de francs CFA, la Direction générale des impôts a en conséquence décidé de ne plus livrer d'attestation de non-redevance à l'énergéticien. En outre, le tribunal criminel spécial enquête sur les graves malversations observées dans le secteur de l'électricité depuis sa privatisation en 2001. Enquête à lire en page 5. Défi actuel, 10 millions de nordistes, espoir, crainte et suspicion si elle est officiellement apolitique. Initiative lancée par Guibaï Gatama pour promouvoir et défendre les intérêts des ressortissants du Grand Nord suscite des craintes au sein d'une partie de l'opinion. C'est à lire dans les colonnes du journal de François Bambou, pages 2 à 3. Mutation, vallée d'une thème, balle à terre. Sous la conduite de l'élite, les populations locales s'opposent vivement à une expropriation foncière pour cause d'utilité publique. L'enquête de mutation, c'est en page 5. And then the Guardian Post talks about the Black Weekend in Kumba, Bafoussam Loum. At least 19 die in road accidents, still in Kumba. Former Minister Ebongole buried under tight security. In his message to the family, the head of state, President Paul Biya, who was represented in the ceremony by governor of the Southwest region, described the former governor as a man whom he knew personally. He said Ebongole was endowed with a brilliant administrative prowess. Page 7. Et voilà pour les unes parvenues à notre terminal. Vous retrouvez bien évidemment une revue plus riche. Si vous allez dans les kiosques ce lundi, Lucrèce. Merci Daniel Menanga pour ces unes. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous, chers invités, d'être venus. Le professeur l'a dit, il faut continuer de respecter les mesures barrières. Et inévitablement, parce que ce n'est que cela qui pourrait nous sauver d'une résurgence des cas. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.